Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous tous les jours de 17h à 19h. Quand on dit, Rémi André dit que ça devrait être une belle après-midi, ce sera une belle après-midi. On va en parler, bien entendu. Philippe de David. Vous allez bien, Cécile? Oui, vous sortez du sport là? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai mis une tenue un peu plus casual, comme on dit en anglais, décontractée par la force des choses. Vous aimez beaucoup la Belgique, vous, je crois. Vous prenez d'ailleurs très bien l'accent belge. Oui, j'adore la Belgique. Vous savez que j'ai passé 2 jours en Belgique, là, chez des amis. Vous connaissez les histoires belges. Vous connaissez les histoires suisses. Oui. Vous savez que les Belges, maintenant, ils ont une très courte blagounette belgo-suisse que j'ai trouvé très drôle. Allez-y. C'est un Belge qui va à Genève, il va boire un verre, il va au bord de la marine, il dit « Oh, bah, tiens, un bar de la marine en Suisse, il n'y a pas de marine, c'est quand même amusant. » Et puis il répète ça 10 fois et 15 fois au serveur, aux autres clients, et là, il y a le patron qui va le voir, et lui, ça le gonfle, et il lui dit « Oh, bah, vous savez, appeler un bar de la marine en Suisse, c'est quand même incroyable. » Et le patron lui répond « Eh ben, vous, en Belgique, vous avez bien des maisons de la culture. » Et raconté par les Belges avec leur autodérision, j'ai trouvé ça très joli. Comme ça, en 2 secondes, on vient de se fâcher avec les Belges et les Suisses. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je croyais qu'il allait ramener des blagues françaises. Non, de Belgique, voilà, non. De Belgique. Non. Les Belges qui se moquent des Français. Ça, c'est de l'importation illégale. Moi, je vous le dis. Allez, les amis. Et puis, c'est bien quand on la connaît déjà. Elle est super. C'est une petite révision. C'est bien quand la première fois, elle était beaucoup mieux racontée. Voilà. Ça va, on déconne. Allez, les amis, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Au sommaire de cette émission, les réquisitions du parquet dans le procès des assistants parlementaires déclenchent un véritable tollé à droite sur les perspectives d'inéligibilité de Marine Le Pen. Le RN dénonce donc un procès politique, un acharnement qui vise à l'empêcher de recourir à la présidentielle. Alors parlons vrai, est-ce que ce procès vous paraît équitable par rapport à celui du Modem poursuivi pour des faits similaires ou presque? Parlons vrai, la justice en France, en particulier certains syndicats de magistrats, sont-ils politisés? Et à cette question, réquisition contre Marine Le Pen, est-ce une justice politique? Vous dites oui à 78%. Vous voulez réagir au délai Vraie Voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et Sébastien Chenu sera avec nous, député du Nord. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix, va-t-il y avoir plus de politique que de supporters ce soir au match France-Israël? Après les attaques contre les supporters israéliens à Amsterdam, Nicolas Sarkozy, François Hollande et même désormais Emmanuel Macron annoncent se rendre au Stade de France sans grand enjeu sportif, mais juste un signe de solidarité avec les Israéliens. Alors parlons vrai, est-ce une tentative de rachat suite à sa non-présence à la marche contre l'antisémitisme, ou a-t-il eu raison de ne pas y aller pour venir ce soir au match de football France-Israël? Et à la question, après son absence à la manifestation contre l'antisémitisme, Macron a-t-il fait le bon choix en se rendant au match France-Israël? Vous dites non à 63%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole et un peu le président de cette En assemblée. pleine forme, ma chère Cécile. Tant mieux. Comme si j'étais un vendredi. Ah ouais, écoutez, tant mieux. Ce sera demain. François de Rugy est avec nous, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, en pleine forme et ça se voit. Et Nicolas Corato, président et fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir, en pleine forme également. C'est toujours une récréation de venir ici. Donc moi, je suis carrément au week-end. Je suis tout de même intimidé parce qu'il y a un duo là. Vraiment de qualité. On le dit tous les jours, mais là c'est vrai. Là c'est de la qualité. Vous avez l'habitude d'être minoritaire, mon cher Philippe. Pour quelqu'un qui est en week-end, costume, cravate, machin. C'est mon cajoloir à moi. C'est ça. Vous êtes en jogging en dessous, c'est ça? C'est ça, exactement. Faites voir. Depuis quand le week-end commence le jeudi? Il faut arrêter quand même. Parce que le vendredi, on travaille, mais on est ivre-mort, vous savez. Parce que c'est le vendredi que les gens boivent. Étudiants, normalement. Bonjour la réputation. On fait des dîners, des apéros, des déjeuners d'affaires, et puis à 16h, on n'est toujours pas sorti, on rentre chez lui, chez soi, à 4 pattes. Allez, 0826 300 300, notre auditeur du jour, Fabrice de l'Oise, est avec nous. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. Bonsoir. Fabrice, un coup de gueule sur l'Union européenne qui doit soutenir, selon vous, coûte que coûte, l'Ukraine. Pas forcément, non. C'est que l'Union européenne soutenir l'Ukraine coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, surtout. Voilà. D'accord. Parce que Borrell dit que pour compenser l'aide américaine, il faudra à l'UE un effort financier industriel considérable pour l'égaler. Le 16, il va y avoir un vote de confiance contre le gouvernement de Scholz. Le chef du CDU, son concurrent, annonce qu'il va lancer un ultimatum à Poutine pour faire la paix et si c'est pas le cas, il enverra des Taurus et autorisera des frappes en profondeur. Les Taurus, c'est des missiles de croisière allemands, il faut le rappeler pour les auditeurs. Très bien. Macron n'est pas en reste, lui, il nous parle des Nord-Coréens alors que ça ne changera rien sur la ligne de front. Donc, ce qui est inquiétant,
personne ne parle de paix, qu'en arrière-plan, on sent une volonté d'impliquer directement l'UE contre la Russie. Voilà, c'était mon coup de gueule. D'accord, ok. C'est tout à fait extraordinaire. Je l'évoquais ce matin ailleurs. On ne parlait plus de l'Ukraine, on ne parle plus de l'Ukraine, sinon pour dire que le président Trump va laisser tomber tout cela, ça devient préoccupant. Ou qu'il y a des troupes nord-coréennes. Ouais. Oui, mais bon... Oui, il y a une forme d'impression médiatique très forte. Depuis que Donald Trump a dit qu'il réglerait le conflit en 24 heures, j'ai l'impression qu'une part de l'opinion publique et peut-être des mondes politiques considèrent que ce sujet n'est plus sur la table et plus à l'ordre du jour. Comme quoi le cirque médiatique a toujours un effet très probant sur nos consciences et la manière dont nous voyons les sujets. Ça me fait plaisir que vous soyez devenu pro-Trump. Non, je ne suis pas pro-Trump, mais je fais avec. Il a dit ça en juillet 2023 alors qu'il n'était pas président, François de Rugy. Oui, la crainte, elle est plutôt que les États-Unis se désengagent et que la nouvelle administration, comme on dit, américaine autour de Donald Trump soit plutôt isolationniste, America first, l'Amérique avant tout, donc et que l'aide à la fois financière et militaire soit beaucoup plus faible, voire s'arrête, que Trump essaye de forcer la main au président ukrainien pour signer un accord de paix avec Poutine qui entérine de fait les conquêtes territoriales de la Russie. Voilà, c'est ça, je crois, la crainte, et c'est pour ça qu'on peut s'interroger en Europe. On n'a pas la réponse. Est-ce qu'il va falloir renforcer l'aide européenne ou pas? Et c'est vrai qu'au-delà de cela, l'action que la Russie a menée avec la Corée du Nord, en réussissant à convaincre la Corée du Nord d'envoyer 10 000 soldats, quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Vous imaginez si l'Europe disait on envoie 10 000 soldats. Macron avait parlé d'envoyer des troupes au sol, des troupes européennes, françaises, allemandes. Personne ne veut en réalité envoyer des troupes au sol. Or, c'est vrai que lorsque dans d'autres moments de l'histoire, on a voulu rééquilibrer le déséquilibre qu'il y a de fait entre la Russie, qui est beaucoup plus puissante que l'Ukraine, on a envoyé les troupes. Là, on ne compte pas le faire, alors que la Corée du Nord le fait pour la Russie. Fabrice. Oui, mais ça ne changera rien sur la ligne de front. Eh ben, écoutez, la Russie avance depuis 2 mois. Ça renforce la Russie, de fait, quand même. Fabrice, en attendant, vous restez avec nous quand même? Oui, d'accord. Bon, dis donc, cachez votre joie, dis donc, Fabrice. Attendez, excusez-moi, je recommence ma question. Fabrice, vous allez rester avec nous? Oui, tout à fait, oui. Voilà, d'accord. Voilà. Changement de ton. On vous retrouve. Et quand on dit changement de ton, on ne parle pas de moi, bien entendu. Fabrice, vous restez avec nous. On revient dans un instant. Philippe, le procureur. Le procureur va se demander si un garde des Sceaux a le droit de parler. Écoutez, ça va lui faire plaisir. Allez, 0826 300 300, on a envie de vous entendre sur nos sujets du jour. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez raison de nous choisir parce que c'est quand même mieux chez nous qu'ailleurs. Je vous le dis direct, sans aucun parti pris. C'est parce que je trouve que ici c'est mieux, c'est drôle. On entend des trucs qu'on ne dit pas ailleurs. Dans un instant, avec Philippe Bilger, avec François de Rugy, avec Nicolas Corato et Philippe David, bien entendu, on traitera de cette actualité du jour. En attendant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. De quoi parle-t-on dans un instant? Bonsoir Philippe. Bonsoir tout le monde. On va parler de ce match avec quasiment plus de policiers et gendarmes que de spectateurs. France-Israël ce soir au Stade de France, de cette idée aussi de sénateurs travailler 7 heures par an gratuitement pour boucher le cul de la sécurité sociale, idée un peu sur le principe de la journée de Raffarin. Boucher le cul, vous avez dit boucher le... Oui, vous avez dit boucher le cul. C'est boucher le trou de la sécurité sociale. D'accord, ok. Non, mais oui, pourquoi pas. Votre langage entier, c'est pas grave. On avait bien entendu la même chose, puis j'ai bien entendu. On l'enlèvera, allez, vous allez voir dans un instant les 3 mots. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Monsieur le procureur, en espérant que vous n'ayez pas ce type de lapsus, votre réquisitoire concerne le ministre de la Justice. Oui. A-t-il le droit de parler? Oui, parce qu'il a été questionné ce matin sur CNews par Sonia Mabrouk, et pendant à peu près 10 minutes, il a élégamment refusé de répondre à la question qui lui a été plusieurs fois posée. Qu'est-ce que vous pensez de la sanction requise contre Marine Le Pen? Pendant
peut-être pas 10, 8 minutes. Et donc, à un moment donné, également, elle lui a demandé comment jugez-vous la phrase de la procureure qui disait en gros, je devrais demander la relaxe, mais ça me ferait trop mal, je le ferai pas. Là aussi, il n'a pas été capable de répondre. Eh bien, je regrette que ce garde des Sceaux, demeurant très estimable, qui connaît le droit, ait une conception si restrictive de son rôle de ministre. On a tout de même le droit de dire des choses. On n'est pas obligé de formuler des hyperboles sur la magistrature quand on est ministre. On a le droit de dire un petit peu ce qu'on pense sans préjuger l'avenir judiciaire. Voilà, j'ai regretté que Didier Migaud ait respecté un peu trop l'obligation de réserve. On a un ancien ministre avec nous. Un ministre ne doit pas dire ça ou doit dire ça ? On a toujours entendu, on l'entend encore aujourd'hui, il ne faut pas commenter les décisions de justice. Voilà. Or moi j'ai toujours pensé que c'était une mauvaise phrase. Quand on est un politique, et notamment au gouvernement, c'est-à-dire dans le pouvoir exécutif, je pense qu'on ne doit pas contester une décision de justice au sens dire c'est scandaleux que le juge ait pris telle ou telle position, parce qu'il y a des voies judiciaires pour le faire. Et puis sinon, quand on est député ou sénateur, on est législateur, donc on peut changer la loi. Si on n'est pas content de l'application qui en est faite, on peut la changer. En revanche, pourquoi on ne les commenterait pas ? On a bien le droit de les commenter, on a bien le droit de donner son avis. D'ailleurs, quand j'étais ministre, oui, parce que c'est par facilité aussi. On les commente pas parce que on dit qu'on c'est une façon parfois de pas. Oui, mais je crois que c'est pas uniquement un manque de courage, c'est aussi quand même une espèce de retenue, de peur d'apparaître comme voulant empiéter sur le pouvoir judiciaire et peut-être par peur aussi un peu du pouvoir judiciaire. Moi, je pense que on peut commenter. Moi, quand j'étais ministre, par exemple, l'État est régulièrement attaqué au tribunal administratif sur plein de sujets. Donc, d'ailleurs, le ministre doit répondre. Évidemment, on commente quand même. Il y a une décision qui a été prise. On dit, on va peut-être faire appel, on va pas faire appel, etc. Donc, sur les décisions qui concernent d'autres, on peut le faire aussi. En revanche, c'est vrai que si on n'est pas content de la loi telle qu'elle est, et ça, j'anticipe un peu peut-être sur le sujet suivant concernant Marine Le Pen et le RN, à ce moment-là, quand on est parlementaire notamment, on doit prendre l'initiative de changer la loi. Voilà, c'est ça. Nicolas Coratou. Oui, je partage votre avis sur le fait aussi que peut-être que les Français en ont assez d'avoir des responsables politiques qui ne peuvent plus rien dire et plus rien faire, et que au-delà du silence auquel s'impose le garde des Sceaux, il y a aussi l'incapacité qui est la sienne, notamment à donner des instructions individuelles. C'est des sujets sur lesquels on a beaucoup appauvri l'action publique, et parce que c'est devenu un tabou, mais un jour il faudra peut-être se poser la question de savoir ce qu'on veut comme action pénale si on ne peut plus donner des instructions individuelles. Ça, c'est un sujet important. Après, il y a le camp, c'est-à-dire que, mon cher Philippe, quand même, il s'agit aujourd'hui d'un garde des Sceaux qui s'exprimerait sur un délibéré en cours. C'est-à-dire que c'est plus facile. Moi, j'attends sa réaction au délibéré, et peut-être moins après le réquisitoire du parquet. Tout important soit-il, monsieur. C'est vrai, absolument. Et puis, on a le droit de commenter le fait qu'il ne faut pas porter atteinte à l'autorité de la justice. Donc, vous avez raison, François. Mais bon. Il reviendra, on a le temps. C'est fin novembre. Non, février. Février, oui. Ah bon, on en entendra encore parler. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Massieu. Merci beaucoup, Philippe Billiger. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont match, sécu et soutien. Un mur de présidents alignés comme des footballeurs avant un coup franc match France-Israël à valeur politique autant que sportive ce soir. Un stade de France sous haute sécurité. Travailler gratuitement 7 heures par an pour financer la sécu. Idée lancée par des sénateurs. Proposition intéressante et judicieuse, répond le ministre de l'économie Antoine Armand sur Sud Radio. Et puis quand le chef du gouvernement hongrois adresse son soutien à Marine Le Pen, Viktor Orban évoque Donald Trump sur le thème « On peut avoir des ennuis judiciaires, mais quand même être élu derrière ». Les vraies voix Sud Radio. 4000 policiers et gendarmes au Stade de France et dans ses environs, 1600 agents de sécurité, 3 présidents de la République, Emmanuel Macron, ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy, 22 footballeurs sur le terrain. Bon, ça c'est l'une des rares choses habituelles dans le match France-Israël de ce soir, car après les violences contre des supporters israéliens à Amsterdam, il est placé sous haute sécurité. D'ailleurs, il y avait des inquiétudes sur cette rencontre de Ligue des Nations bien avant ces événements d'Amsterdam, décrypte Pascal Boniface, géopolitologue, directeur et fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. La billetterie a été ouverte que très récemment. D'habitude,
de la billetterie pour un match est ouvert 5 ou 6 mois avant le match pour que le stade soit bien rempli. Là, la billetterie n'a été ouverte que 3 ou semaines ou 1 mois auparavant, parce que jusqu'au dernier moment, il y a eu des débats pour savoir si on ne pouvait pas le jouer ailleurs qu'au Stade de France, soit au Parc des Princes, soit dans une ville de province, comme ça arrive parfois. Le fait de le jouer à l'étranger, de ne pas recevoir l'équipe israélienne en France, a tout de suite été éliminé, comme le fait la Belgique, comme le font d'autres pays. Donc la décision a été prise assez vite de faire le match, mais certains disaient est-ce qu'on ne peut pas le faire à huis clos? Mais si on fait un match à huis clos, on risque de déplacer les violences autour du stade. Pascal Boniface de l'Iris avec Alexis Poulain ce midi sur Sud Radio. Le Stade de France va donc sonner à ses creux, 12 à 25 000 spectateurs pour une capacité de 80 000. Les autorités israéliennes ont incité leurs ressortissants à ne pas s'y rendre. Quand au contraire, la France a voulu rassurer les éventuels supporters israéliens. Seuls les drapeaux français et israéliens d'ailleurs sont autorisés sur place pour éviter par exemple la présence de drapeaux palestiniens. On en parlera bien entendu tout à l'heure. Deuxième mot, Sécu. Le ministre de l'économie voit d'un bon œil finalement l'idée de travailler 7 heures par an pour financer la sécurité sociale. L'idée a émergé au sein de la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats sur le budget de la sécurité sociale, avec cette idée de travailler gratuitement 7 heures par an pour rapporter 2,5 milliards à l'assurance maladie. On est un peu sur le même principe, si vous voulez, que la journée de solidarité pour les seniors de Jean-Pierre Raffarin. 7 heures par an pour la Sécu, eh bien, pourquoi pas? Réponse sur Sud Radio, le ministre de l'économie, Antoine Armand. Je trouve que c'est une proposition qui est intéressante, qui est judicieuse. Vous la retenez ? Et qui... On va avoir le débat parce qu'il faut évidemment regarder le détail. Antoine Armand, mouillez-vous, vous la retenez ou pas? Je vais pas vous dire ici qu'on la retient alors qu'on doit la travailler ensemble. Ce que je vais vous dire ici, c'est que toutes les propositions qui vont dans le sens de dire il faut travailler davantage, on en prend acte, on les étudiera. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une question budgétaire. Parce que j'entends ce que certains disent. Ils disent très bien, ils n'arrivent pas à faire des économies dans la dépense publique, donc ils nous demandent de travailler davantage. Là, je vous parle d'une question économique. On est dans un pays qui ne libère pas le travail. Antoine Armand, ministre de l'économie, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Philippe Bilger, travailler gratuitement, c'est quand même fabuleux. Non, on le fait déjà un jour par an. Faudrait faire un 3e jour gratuit, 4e jour gratuit. Alors, j'ai scrupule à parler d'économie devant nos spécialistes, mais tout de même, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on a des expédients et je me demande si à force de ne pas remettre la France en état structurellement, ne se condamne pas à des bouts de ficelle, certes pas du tout méprisables, mais qui ne me paraissent pas à la hauteur de l'enjeu. François de Rugy. C'est la question de travailler plus. Alors c'est vrai qu'il y a une époque, il y avait un slogan de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Alors là, ce serait pas pour gagner plus, mais ce serait pour ne pas payer plus d'impôts. Donc c'est travailler pour financer, travailler plus. Mais pour ne rien du tout. C'est travailler plus pour gagner moins au taux horaire. Non, c'est pas vrai parce que oui, mais à ce moment-là, votre taux horaire il baisse. À ce moment-là, il faut baisser drastiquement les dépenses de sécurité sociale. Or, je ne crois pas dans notre pays qui est grand monde qui plaide pour des baisses drastiques de la sécurité sociale, baisser les dépenses à l'hôpital. Tout le monde dit ah non, il faut continuer à les augmenter et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un compromis entre le fait de maintenir la protection sociale et de ne pas augmenter les impôts. On travaille un peu plus. Nicolas Corato. Quelle est l'une des raisons du sous-financement aujourd'hui de la sécurité sociale? C'est que depuis 8 ans, on a baissé les cotisations salariales et patronales sur les salaires en France. Je prends un exemple, la prime Macron est une prime qui n'est pas assujettie à des cotisations sociales et patronales. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de revenus du travail qui n'abondent pas les caisses de la sécurité sociale. Et je suis un peu étonné que le Parlement et puis peut-être le gouvernement trouvent cette espèce d'innovation formidable que de travailler sans cotiser. C'est-à-dire que on est passé de l'ère Macron où on travaillait en étant payé sans cotiser à l'ère de la post-Macron où on va travailler sans être payé et sans cotiser. Il y a quelque chose qui m'étonne et dans ce schéma glissant, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à un financement beaucoup plus responsable des caisses de sécurité sociale et se dire qu'à chaque fois qu'on travaille, il y a des cotisations patronales, il y a des cotisations salariales qui viennent abonder notre régime social, même si celui-ci doit faire des économies, même si on doit mieux le gérer. Troisième mot, soutien, celui du chef du gouvernement hongrois à Marine Le Pen. Viktor Orban adresse son soutien à la double finaliste RN de la présidentielle après ses réquisitions du parquet sur l'affaire des emplois d'assistants parlementaires au Parlement européen.
européen. 5 ans d'inéligibilité et 2 ans de prison ferme aménageable. On rappelle que ce sont des réquisitions, ce que réclame la procureure, et non pas encore une décision. Ça, on le connaîtra dans quelques semaines. Il n'empêche, le Premier ministre hongrois tweet « Je n'arrive pas à croire les informations la concernant. Marine, n'oubliez pas que nous sommes avec vous dans cette bataille. Et n'oubliez pas, le harcèlement de la justice a été une étape cruciale vers la victoire du président Donald Trump. » Soutien donc du Hongrois Viktor Orban. Quant en France, c'est un soutien venu du camp macroniste qui a créé la surprise, celui de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français, crie l'ancien ministre de l'Intérieur. Combattre Madame Le Pen doit se faire dans les urnes, pas ailleurs. Gérald Darmanin qui ajoute, si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur ces 5 ans d'inéligibilité requis contre Marine Le Pen, accusée d'avoir fait du Parlement européen sa vache à lait, comme dit le procureur. Alors parlons vrai. Est-ce que les propos d'un procureur au sujet d'un prévenu disant « je ne vous demande pas la relaxe car ça me ferait trop mal » vous choquent? Est-ce au juge de décider de qui peut être candidat ou pas à une élection? Et à cette question, réquisition contre Marine Le Pen, est-ce une justice politique? Vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sébastien Chenu sera avec nous, député du Nord et vice-président du Rassemblement National. Restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ensemble jusqu'à 19h. Et bonjour ceux qui viennent de nous rejoindre. Philippe Bilger est avec nous, François de Rugy, Nicolas Corato avec Philippe David, bien entendu. Et vous au 0826 300 300. Tout de suite, chers amis, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Marine Le Pen risque 5 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. Les réquisitions du parquet dans le procès des assistants parlementaires européens du Rassemblement National. Je note que le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations. À ces reproches, le procureur a répondu par avance dans son réquisitoire. Oui, la décision judiciaire est légitime, car ce rôle lui a été imposé par le législateur. Une volonté du parquet qui est celle, en réalité, de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. Le parquet n'a pas vocation à empêcher qui que ce soit à se présenter à une élection. C'est pas la responsabilité des juges, c'est la responsabilité des responsables politiques qui ont mis en place ce système de détournement de fonds. Marine Le Pen qui risque donc de ne pas pouvoir se présenter en 2027. Et les réquisitions du parquet donc dans le procès des assistants parlementaires déclenchent un véritable tollé à droite. Le Rassemblement National dénonce un procès politique et un acharnement qui vise à l'empêcher de concourir à la présidentielle. Alors parlons vrai, est-ce que ce procès vous paraît équitable par rapport à celui du Modem poursuivi pour des faits quasi similaires? La justice en France, en particulier certains syndicats de magistrats, sont-ils politisés? Et à cette question, réquisition contre Marine Le Pen, est-ce une justice politique? Vous dites oui à 79%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sébastien Chenu est avec nous, député du Nord et vice-président du Rassemblement National. Bonsoir Sébastien Chenu, bonsoir. Merci bonsoir. Monsieur le député d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Alors, on est au niveau des réquisitions. On vient de m'apprendre que le jugement sera rendu en février. Si les infractions reprochées au Rassemblement National pour aller vite sont constituées, il est tout à fait normal de les condamner et je ne discuterai pas les réquisitions sur ce plan-là. Ce qui me choque, c'est 2 choses qui rejoignent la question de Sud Radio. C'est d'abord la phrase dite par la procureure qui a été confirmée, qui concernait le prévenu Jalc. Elle est scandaleuse parce qu'elle révèle de manière ostentatoire qu'il y a là une justice politisée. Et deuxième élément, c'est le fait qu'on ordonne, on requiert l'exécution provisoire, alors que le parquet, et là c'est ce que j'aurais volontiers fait, aurait pu faire une synthèse entre la gravité judiciaire, s'il l'a démontré, et j'allais dire le bon sens politique qui consistait à ne pas priver 11 millions d'électeurs de leurs candidats. Ça n'était pas fuir le débat judiciaire, on avait tout à fait le droit de le faire par une synthèse intelligente dans les réquisitions. Nicolas Corato. Moi, je remarque que définitivement, le Rassemblement National est devenu un parti comme les autres, tant et si bien qu'il réagit comme les autres lorsqu'il est mis en cause par la justice. C'est-à-dire qu'il réagit en mettant en cause la justice, les magistrats,
la loi, puisque je rappelle que l'inéligibilité, c'est pas le procureur, c'est pas le président qui va en décider, c'est la loi qui a été votée en 2016, après l'affaire Cahuzac, à une époque où tous les bancs de l'Assemblée nationale, y compris la droite, réclamaient beaucoup plus d'exemplarité et de sévérité. Donc ce ne sont pas les juges qui ont décidé d'assortir automatiquement les peines concernant les détournements de fonds publics d'une peine d'inéligibilité. C'est bien le législateur. S'il y a un débat, il faut qu'il ait lieu au Parlement, pas sur les bancs d'une salle d'audience, et ni dans les salles des pas perdus en sortant de l'audience. Donc, je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on parle de ce procès. Moi, je suis simplement intéressé, et c'est un peu la société du spectacle, de voir le Rassemblement national aujourd'hui adopter les mêmes éléments de langage que le RPR hier, que le Parti socialiste avant-hier, et que plein d'autres partis qui ont eu maille avec la justice. Le Rassemblement national est définitivement un parti comme les autres. François de Rugy. Mais moi, ce qui me frappe, c'est à quel point on passe un peu, à mon avis, d'un excès dans l'autre. Il y a 7 ans, en 2017, on a eu un débat à l'Assemblée nationale sur une loi dite de moralisation de la vie publique. Vous vous souvenez, après l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait eu l'affaire Fillon, qui avait beaucoup marqué les esprits pendant la campagne présidentielle de 2017. Et là, tout le monde en rajoutait dans la peine d'inéligibilité automatique. C'était la volonté de beaucoup d'hommes et de femmes politiques français, avec des parlementaires qui relayaient ça, des médias alors qui faisaient une pression énorme sur le Parlement pour qu'il y ait ces peines d'inéligibilité automatiques. Et puis alors c'était 5 ans, 10 ans, enfin c'était des choses en fait qui voulaient rendre définitivement inéligibles des hommes ou des femmes politiques qui seraient condamnés pour quelque chose en lien avec leur mandat. Et on a été un certain nombre à dire attention, il ne faut pas tomber dans l'excès. Le juge peut prononcer une peine d'inéligibilité, mais ça n'est pas automatique. Il y a une appréciation dans l'application de la loi. Et le Conseil constitutionnel avait aussi rappelé cela. Et maintenant que ça pourrait s'appliquer, en effet, à une femme politique française, plusieurs fois candidate à l'élection présidentielle, qui a déjà annoncé qu'elle le serait dans 2 ans et demi, là, d'un seul coup, on dit « Ah, mais c'est un scandale, c'est une justice politique, etc. » C'est la loi. Le juge peut prononcer. On ne sait pas ce qui sera fait dans la décision, dans le jugement qui sera prononcé. L'affaire Fillon, je vous rappelle quand même, alors François Fillon, il n'est plus du tout dans la vie politique, mais lui, il a été condamné à des peines très lourdes, y compris pour des faits qui ont été commis bien avant que ces lois aient été votées, mais manifestement, on a jugé des faits très antérieurs au regard de ce que sont les exigences de la loi d'aujourd'hui. Moi, je défends pas François Fillon, je suis pas un de ses amis ou de ses soutiens politiques, mais quand même, regardons, ayons un peu plus de largeur de vue, et si on considère que c'est un problème, en effet, qu'une personne comme Marine Le Pen ne puisse pas potentiellement se présenter à l'élection présidentielle dans 2 ans et demi, si jamais elle était condamnée à cette peine par le tribunal, eh bien à ce moment-là, c'est la loi qu'il faut changer. Sébastien Chenu, je rappelle que vous êtes vice-président du Rassemblement national et député Rassemblement national. Pour faire la synthèse sur ce qu'on dit les vraies voix, Duralex, sed lex, comme le dit le proverbe latin, la loi est dure, mais c'est la loi. Non, mais c'est pas le sujet, permettez. D'abord, il y a 2 choses. D'abord, c'est la sévérité qui est inversement proportionnelle au dossier et à ce qui est reproché au Rassemblement national et à sa présidente. Ça, c'est la première chose qui nous choque. Et puis, la deuxième chose, c'est que le délai de prévention, c'est-à-dire, en fait, ce qui nous occupe sur l'exécution provisoire de l'inéligibilité. Alors, je suis désolé, tout ça est un peu technique. Le délai de prévention, il a été tiré, si vous voulez, de manière artificielle pour rentrer dans le cadre de la loi Sapin, c'est-à-dire cette loi qui a sorti effectivement d'une inéligibilité possible le prévenu. Donc si vous voulez, on a cherché, on a bien vu, c'est nous ce qu'on reproche d'ailleurs beaucoup au parquet, il a tiré pour essayer de faire rentrer, parce que normalement les reproches qui étaient faits et que nous contestons au Rassemblement national ne permettaient pas d'entrer dans le cadre de la loi Sapin de manière calendaire. Alors je suis désolé si c'est pas très clair et si c'est technique, mais grosso modo, ce que nous reprochons, c'est effectivement une gestion politique, une gestion... Oui, c'est à charge, c'est ça que vous voulez dire en fait. Mais oui, à éliminer Marine Le Pen et à ruiner le Rassemblement national, les deux d'ailleurs. Marine Le Pen, c'est la cible, mais derrière, il faut aussi ruiner le parti Rassemblement national pour à la fin empêcher les Français d'avoir un choix démocratique. Donc il y a bien des arguties juridiques, il y a bien des éléments, et ces éléments, ils sautent aux yeux lorsqu'on entend la procureure dire « je n'ai aucun élément dans ce dossier, mais je ne peux pas dans le dossier Jalc, mais je ne peux pas demander la relaxe, ça me fait
trop mal. Et en fait, elle dit exactement la réalité des choses, c'est que elle œuvre de façon politique. Vous êtes choqué par les propos de la procureure, ou vous pensez que la loi est dure? C'est la loi et elle a été appliquée. Venez nous le dire au 0826 300 300. C'est choquant. Moi, je trouve que l'exécution provisoire, pour des faits qui ont commencé en 2004, c'est choquant parce que là, à partir de la réflexion également de la procureure, ça révèle une volonté de pousser la justice ordinaire presque jusqu'à une justice d'exception. Mais le reste, on verra. Si les faits, les infractions sont avérées, pourquoi pas. Mais j'aimerais, si vous le permettez, poser la question. Évidemment, je n'ai pas assisté au débat, mais j'ai lu beaucoup de comptes rendus judiciaires qui laissaient apparaître que la défense du Rassemblement national avait été très maladroite, voire tout à fait contredite. Est-ce que vous ne partagez pas évidemment cette impression, mais est-ce que ça n'a pas été un grave handicap dans le débat lui-même ? Non, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est le Parlement européen qui, quand même, on a mis en lumière que le Parlement européen a produit des faux. Le Parlement européen, dont je vous précise qu'il est à la fois plaignant et enquêteur, ce qui devrait déjà aussi ce qui pose un problème. Un peu de recul quand même sur les choses. Le Parlement européen a produit des faux. On a mis en lumière les graves dysfonctionnements du Parlement européen. Mais qui va les poursuivre, eux, ces plaignants, enquêteurs qui produisent des faux? Non, moi je crois que le Rassemblement national a démontré qu'il y avait 0 emploi fictif, 0 enrichissement personnel, et à la fin, on prive Marine Le Pen pendant 5 ans d'être éligible dans les réquisitions, c'est pas une décision évidemment, et on lui infligerait 5 ans de prison. Enfin, je veux dire, entendons ce que c'est, ce qu'on n'inflige pas évidemment à un voleur, à un violeur, et on enverrait Marine Le Pen, qui fait de la politique depuis 30 ans en première ligne, en prison, même avec un aménagement de peine. Enfin, je veux dire, à un moment, il va falloir atterrir et voir la réalité en face. C'est un procès qui a été mené par un procureur, par un parquet, de façon politique. Oui, François de Rugy, Jordan Bardella a dit le parquet n'est pas dans la justice. Est-ce que quand on entend Sébastien Chenu, on sent que c'est chargé quand même? Enfin, je parle sous le contrôle de Philippe Bilger, mais quand même, les procureurs, en général, ils sont là pour faire preuve de sévérité. Et puis, en général, ensuite, les juges qui vont vraiment décider de la décision, en général, ils sont plutôt en dessous des réquisitions. C'est très rare, même dans des procès criminels, que la décision de justice finale soit au même niveau que les réquisitions. Bon, ça fait partie de la procédure judiciaire, du débat, d'ailleurs, tant mieux, parce que ça veut dire que c'est pas dans les mains d'un seul homme ou d'une seule femme qui fait les réquisitions, et c'est surtout pas les procureurs qui décident, in fine. Mais après, il y a les sujets de fond, et moi, ce que je trouve dommage, c'est que ces sujets de fond, du coup, sont un peu escamotés. Il y a un sujet de fond qui est récurrent, c'était déjà en toile de fond de l'affaire Fillon, du procès Bayrou, c'est qu'est-ce que peuvent faire les assistants parlementaires que se choisissent les députés? Est-ce qu'ils doivent vraiment travailler exclusivement sur le travail parlementaire, ou est-ce qu'ils peuvent avoir un travail politique qui peut aller jusqu'à, évidemment, travailler régulièrement au siège d'un parti, et ainsi de suite. On est député européen, est-ce que les députés européens peuvent avoir des collaborateurs qui, en fait, ne vont jamais au Parlement européen parce qu'ils travaillent dans le pays d'origine du député européen? C'est un débat qu'on devrait pouvoir avoir. C'est dommage que là, ce soit binaire. Vous êtes pour, vous êtes contre, c'est un détournement de fond, c'est pas un détournement de fond. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un flou sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a un flou. D'ailleurs, je tiens à dire que quand nous avions eu les débats à l'Assemblée nationale en 2017, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, avait défendu l'idée, donc c'est pas la même couleur politique que Marine Le Pen, évidemment, qu'un assistant parlementaire pouvait faire de la politique et pas simplement du travail parlementaire. Nicolas Corte, au cours, parce qu'il y a beaucoup d'appels au 0826 300 300. Oui, il y a un flou. En même temps, c'est pas la première fois qu'on a ce type d'affaires, et donc le Rassemblement national ne peut pas, pardonnez-moi, découvrir ce débat, ces problématiques judiciaires. C'est pas la première fois que des assistants parlementaires sont mis en cause dans la répartition de leurs fonctions. Et la loi est assez claire, la jurisprudence aussi. Moi, simplement, ce que je découvre à l'occasion de ce procès, c'est aussi le volume. La procureure ne dit pas que dans l'affaire Jalc, ce que vous avez répété. Elle parle aussi d'un système organisé qui correspond à 15 fois ce qui avait été mis en place par le MoDem, à des millions d'euros de détournement de fonds publics. Et pardonnez-moi, monsieur le député, mais détourner des fonds publics, c'est du vol.
Mais on n'est pas du tout dans l'histoire de détournement de fonds publics. On le conteste parfaitement. C'est le procès de la liberté parlementaire, en fait. C'est-à-dire que pourquoi on reprend, en fait, ce qui est reproché, c'est que les collaborateurs parlementaires n'aient pas travaillé au bénéfice du Parlement européen. Mais non, qu'il est payé pour ça. Nous considérons, non, qu'ils ont travaillé au bénéfice de députés européens et que ces députés, on ne va pas leur demander de travailler au bénéfice de l'institution, puisque parfois ils combattent même cette institution. Pourquoi un député devrait d'ailleurs rompre avec son parti? Pourquoi un assistant parlementaire ne devrait pas travailler en équipe quelque part avec le parti? Je veux dire, tout ça, ça fait partie de la liberté parlementaire. Sinon, vous fonctionnalisez les attachés parlementaires, mais d'ailleurs, demain, le Parlement européen exigera qu'il n'y ait plus aucun lien avec le territoire, qu'il n'y ait plus de collaborateurs parlementaires dans le pays d'origine, parce que comme ça, on coupe encore le lien avec les nations. C'est la grande ambition du Parlement et de la Commission européenne en particulier. Donc en fait, derrière ça, c'est la relation élu-collaborateur qui évidemment n'est pas la même au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale, mais demain, ça pourrait arriver aussi sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est pas la même non plus que dans une entreprise. On sait très bien que quand on est collaborateur parlementaire, c'est aussi un engagement intellectuel, politique, on est raccord avec son député. Il n'y avait aucun organigramme caché d'ailleurs au Rassemblement national. Tout ça a été largement documenté. Mais donc, on voit bien, il y a une sévérité, je le disais en début de propos, qui est inversement proportionnelle au dossier qui a été traité. Et il faudra de la liberté personnelle, certaines formes de courage et d'indépendance à la présidente pour aujourd'hui pouvoir juger les choses à la lumière des arguments que nous avons fait valoir. Sébastien Chenu, ça réagit beaucoup au 0826 300 300, notre vraie voix du jour, Fabrice de Creil. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice? C'est une justice politique ou pas? Après, quelque part, c'est difficile de se prononcer. Pour ma part, donc, ce qui me choque, c'est j'ai découvert exécution provisoire. Je ne sais pas ce que c'était. Et là, je me dis, pourquoi c'est pas utilisé pour les OQTF, notamment qui ont défrayé la chronique? Et c'est peut-être une question auquel vos invités pourront me répondre. Après, sur l'affaire, encore faut-il que le tribunal suive les réquisitions. Mais est-ce que c'est un procès à charge pour vous, Fabrice? Oui, parce qu'il y a exécution provisoire dedans. D'accord. Alors, on va demander... Oui, allez-y. Au final, le battage qui est autour sera peut-être contre-productif, justement, pour Marine Le Pen. François de Rugy. Je tiens juste à dire que cette exécution provisoire, ça a déjà été fait pour d'autres condamnés élus. Par exemple, le maire de Toulon, il a été condamné, il a fait appel, mais il y a eu exécution provisoire, donc il n'est plus maire de Toulon, donc c'est pas rien quand même, parce que vous perdez totalement le mandat, et il espère gagner en appel, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une nouvelle élection pour qu'il puisse le redevenir. Vous vous rendez compte quand même de la lourdeur de ce que ça implique. Et encore une fois, il n'a plus de mandat aujourd'hui, mais François Fillon a été condamné à des peines très lourdes. La très, très lourdes. situation n'est pas du tout la même, François, parce que tout de même... Un des sujets des reproches à François Fillon, c'était le fait qu'il y avait sa femme qui était assistante parlementaire et dont on a estimé qu'elle ne faisait pas un travail d'assistante parlementaire. Mais c'est toujours pas très loin d'une campagne présidentielle. C'est toujours c'est bizarre quand même. Oui, mais là, c'était suite à des dénonciations manifestement malveillantes de gens qui connaissaient la situation et qui ont profité de ce calendrier. Pour ce qui est du Rassemblement national, c'est une procédure qui est très longue, qui existe depuis très longtemps. Là, je trouve qu'on n'est pas loin d'un scandale démocratique, de mon point de vue. Philippe Bilger, on s'est réagi encore à Toulouse. Bonsoir, Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'en pensez-vous, Pierre? Rapidement, parce que... Pour une fois, je ne partage pas l'avis de l'ensemble de ceux qui s'expriment aujourd'hui sur ce sujet, sachant que je considère que Marine Le Pen est condamnable. Alors, pourquoi est-elle condamnable? Elle est condamnable parce que depuis 2009, elle est contre l'Europe, elle veut sortir de l'Europe, elle veut sortir, elle avait, pendant une période de temps, elle voulait créer le Frexit, et bien entendu, on se sert quand même dans la caisse, c'est-à-dire que on considère que quand même on peut prendre 4 millions d'euros parce que bien entendu on a des députés parlementaires et éventuellement des assistants parlementaires européens qui peuvent travailler pour le parti politique. Donc moi je dis... Pour l'instant il faut le mettre au conditionnel parce que... Elle n'est pas condamnée. Elle est condamnable, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et je pense que à mon sens, si nous voulons justement qu'il y ait une meilleure idéologie, plutôt position
pression sur le politique en général, il faut qu'elle soit sanctionnée. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on est en train d'expliquer aux gens, mais vous savez, le politique, il trafique. Donc, on peut éventuellement considérer qu'on ne veut plus d'hommes politiques. Et par contre, on est d'accord de prendre éventuellement des indemnités. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'acceptez pas. Oui. Pierre, il faut que, parce qu'on a très peu de temps, je vous laisser quand même répondre Sébastien Chenu, s'il vous plaît. Non, mais c'est complètement délirant d'entendre ça, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on ne peut faire élire que des gens qui sont d'accord, soumis à la doxa européiste, et pas qui la combattent ou qui veulent tout simplement la modifier. C'est ridicule. Ça veut dire qu'il ne faudra avoir que des députés et des collaborateurs qui soient d'accord avec la politique européenne ou avec la logique de la Commission européenne pour pouvoir être élus et disposer des moyens. Non, je suis désolé. On a des parlementaires qui contestent une logique politique, ils sont élus par des Français, en l'occurrence, qui contestent cette même logique politique, et ils ont droit aux mêmes moyens que les autres pour la contester. Sinon, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus besoin de faire d'élections. D'ailleurs, envoyons des gens qui sont d'accord avec le système tel qu'il est, et puis ils s'arrangeront avec. Enfin, c'est complètement délirant. C'est un appel à la désobéissance civile, on croirait attendre un député LFI, monsieur le député. Ah non, mais... non, il n'y a aucun appel, c'est un appel à la démocratie. Ah oui, c'est un appel à la liberté contre la loi. On a 3 heures pour débattre. Ah bah ce serait un vrai sujet, ce serait un sujet très intéressant justement. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir accepté notre invitation, député du Nord et vice-président du Rassemblement National. Merci à Pierre, merci à Fabrice aussi. Fabrice, vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Dans un instant, vous allez pouvoir concourir non pas à la présidentielle, mais au qui c'est qui l'a dit. C'est aussi impressionnant. Hein. Ouais, mais je suis déçu. Pourquoi vous êtes déçu ? On peut concourir pour la présidentielle. On sait jamais. Oui. On sait jamais. Vous pouvez y aller. Écoutez, vous avez 3 minutes pour faire un programme. Et trouver 500 signatures. Allez, vous êtes éligible. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, ben écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes en théorie ce soir de Philippe Bilger, de François de Rugy, Nicolas Corato et Fabrice. Fabrice, on est très en retard, c'est à vous de lancer le jingle. Ah bon, Marc, c'est parti pour le quiz. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez, on démarre vite. Question, qui c'est qui l'a dit ? 1 point. Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas... Bonne réponse de Fabrice qui marque un pour une fois, parce que c'est les... Ouais. Qui c'est qui l'a dit ? 1 point. Qui c'est qui l'a dit à 2 points en réagissant aux propos de Darmanin ? Gros clin d'œil gênant de celui qui feint de plaindre celle dont il rêve de récupérer l'électorat. Au passage, une grosse entorse au principe de séparation des pouvoirs et l'accusation implicite d'une justice politique. Mélenchon ? Non. Tondelier ? Non. C'est un NFP. Olivier Faure. Bonne réponse, Olivier Faure. Olivier, On fait le tour de la bande des 4. Voilà, c'est ça. Il y en a que 4. Un peu la Chine. Hein. Question, qui c'est qui l'a dit 3 points ? Gérald Darmanin n'aurait pas dû dire cela. Surtout un ancien ministre de l'Intérieur. Personne n'est au-dessus des lois et pas Madame Le Pen. Aurore Berger ? Non. C'est un président de région. Xavier Bertrand. Bonne réponse de Nicolas Corato. Qu'est-ce qu'il fait ? Xavier Bertrand. 3 points. Nicolas Corato, il balance les noms comme ça, genre. Oui, tranquille. Qui c'est qui l'a dit à 2 points ? Ouais. On ne peut pas s'interdire les débats qui consistent à travailler plus. La France doit travailler davantage. Fabrice. Sarkozy. Non. Antoine Armand. Bonne réponse de François de Rugy. C'était ce matin sur Sud Radio. Il est en état de grâce. Qui c'est qui l'a dit ? 1 point. Le parquet a sans aucune nuance, d'une façon extrêmement violente, outrancière et finalement assez dingue établi et demandé un certain nombre de peines, notamment d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Fabrice. Marine Le Pen elle-même. Bardella ? Non. Bonne réponse, Sébastien Chenu. Comment je vous ai eu ? S'il nous écoute encore, il va être vexé qu'on n'ait pas reconnu son propos. Il était meilleur là qu'avec tout à l'heure. Qui c'est qui l'est ? Ah, c'est fini. c'est fini. Ben oui. Écoutez, match nul entre François de Rugy et Nicolas Corato. Vous avez 1 point. Quant à Philippe Bilger, c'est par bonté qu'il a donné ses points. Oui, c'est ça. Vous me connaissez enfin. Bien sûr, bien entendu, ça se saurait s'il donnait des trucs. Oui.
Ça va. Moi, je veux bien donner mes points à Fabrice. Un peu de démagogie ne nuit pas. J'allais dire qu'il en a pas, mais si, il en a en fait. Fabrice, merci beaucoup d'avoir commenté cette actualité avec nous. Merci d'avoir joué. Vous revenez quand vous vouliez. Et puis, on vous embrasse bien fort dans un instant. Le journal, la météo, le coup de gueule de Philippe David. Oh ben, finalement, le blasphème, ça est disparu du droit français, mais il va peut-être revenir. Ah bah d'accord. Bah oui, vous allez voir. Oh, non, on en parlera dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et parce qu'il fallait des vraies voix de talent, on a décidé de ne pas en prendre aujourd'hui. Au bon accueil, on n'en a pas trouvé. Voilà, on a cherché, finalement. Et pourtant, il y en a au moins deux qui ont du talent. Oui, il y a Philippe, David et moi. Oui, mais c'est ça, voilà. Parlons vrai. Il y en a un qui rigole pas, c'est François Doré. Vous êtes à deux doigts de déclencher la première grève de Sud Radio. Alors Nicolas Corato, j'adorerais ça. Et on s'y connaît. Allez-y, oui, surtout les mecs de gauche, ça c'est sûr. Et vous êtes à la fois place de la République et place de grève. Comme vous voulez. Vous avez remarqué, Nicolas Corato, il est à droite de nous. Je dis ça, je dis rien. C'est dire les efforts que je fais. Philippe Bilger est avec nous, François de Rugy, et puis vous nous laissez des messages sur notre répondeur 0826 300 300, on les écoute et on les commente. Oui, Claude, depuis Larieux. Écoutez, là, pour le ministère de l'Efficacité, on a la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes n'est pas suivie, n'est pas écoutée. Donc voilà, on peut créer des nouveaux trucs. Bon, je pense qu'Elon Musk devrait faire des bonnes choses avec Donald Trump. Mais en France, on a ce qu'il faut. Mais comme d'habitude, on a des outils, mais qu'on n'utilise pas pour de la pseudo-politique. Merci, au revoir. Voilà, cette Cour du compte. Je me demande, oui, ça n'est pas faux de dire qu'il y a la Cour des comptes pour l'efficacité financière administrative, mais je me demande si, à partir du moment où l'injonction vient d'une structure officielle, je me demande si elle a autant d'effet que celle d'une personnalité à poigne qui pourrait dire on change les choses. Je continue à rester sur mon terrain trumpien. Mais la Cour des comptes, elle peut pas tout juger. Quand la France s'effondre dans les classement PISA ou Teams pour l'éducation, c'est pas la Cour des comptes qui va faire une évaluation, non ? Non, ça c'est sûr, et il faut d'ailleurs remettre un peu l'idée de l'efficacité de la dépense publique plutôt que de parler plus ou moins de dépenses. Il faudrait surtout savoir si c'est efficace. En revanche, là où notre auditeur a raison, c'est que la Cour des comptes, les plates-bandes de Trump. Dites donc quand vous dites attention. Mais en politique française, c'est un problème que le mot efficacité soit un gros mot. Oui. Vous savez, quand on dit il faut l'efficacité de la dépense publique, comment c'est une démarche comptable ? Non, c'est une démarche tout simplement de bon sens. Mais là où notre auditeur a quand même raison, c'est que la Cour des comptes publie tous les ans de nombreux rapports qui donnent des pistes très concrètes de meilleure gestion des deniers publics, et qu'en général, malheureusement, ces rapports restent sans résultat. C'est même pas sans résultat, sans initiative de mise en œuvre. Ma question de citoyenne lambda, donc, à quoi ça sert ? La Cour des comptes. Si elle travaille et qu'on ne l'écoute pas. Non, mais c'est une vraie question, ça sert quand même, c'est une forme de corde de rappel. Vous savez ce que dit François Hollande de la Cour des comptes, lui qui en est magistrat, il dit la Cour des comptes c'est très difficile, on est à 2 par bureau pour surveiller que l'autre ne s'endort pas. Ah oui, quand même. Il avait dit surtout qu'ils n'étaient jamais tous les deux dans le même bureau. Non, mais c'est pas des rapports. C'est une vraie question. C'est quand même une corde de rappel pour contrôler les finances de l'État, et donc ça éclaire les débats. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, sur un sujet comme les retraites. On avait un organisme, le Conseil d'orientation des retraites, qui était devenu très politisé et qui disait non, il n'y a pas de problème d'équilibre financier des retraites. Quand on a eu une vraie analyse indépendante, et notamment avec les chiffres de la Cour des comptes, on a vu qu'évidemment, il y avait une très très grosse dérive du déficit du régime des retraites. Mais même avec la réforme votée il y a à peine 2 ans, on a toujours cette dérive. Oui, mais ça, c'est le choix après politique des citoyens. Des citoyens. Je vais essayer d'être à moitié démagogique. D'abord, la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est utile parce que c'est d'abord une juridiction. Et qu'en tant que juridiction, elle a le pouvoir de sanctionner, de contrôler l'usage des deniers publics. Après, c'est aussi, il faut le dire, un corps qui permet de donner asile à certains ou à certaines qui viennent se reposer entre 2 mandats politiques. D'ailleurs. Et c'est vrai que dans ce pays, on a beaucoup de corps qui contrôlent, ce qui n'explique pas les très très grands dérapages. Et donc on peut se demander si nos contrôleurs sont bien efficaces ou bien utiles. Mais un dernier point quand même sur cette histoire de dépenses publiques. Moi, je ne sais pas ce qu'en pense le président de Rugy, mais j'ai été très marqué dans ce pays, en France, un bon ministre
c'est un ministre qui obtient plus pour son budget. C'est ça. Et on juge un bon ministre à celui qui va rapporter plus 5 milliards, plus 10 milliards, c'est-à-dire qu'il va augmenter la dépense de son ministère. Jamais un ministre qui est plus efficace, plus efficient, plus innovant et qui sait faire beaucoup de choses, peut-être avec plus, mais peut-être aussi avec moins. Je confirme, alors, puissance 10, d'abord de mon expérience, moi j'avais baissé de plus de 2000 postes le nombre de postes de fonctionnaires dans mon ministère de l'écologie quand j'étais ministre, en un an. Comme quoi c'est faisable. Eh bien, je me suis fait taper dessus par tout le monde, y compris mes amis politiques. Tu as mal défendu ton budget, tu as mal défendu ton ministère, évidemment les syndicats de mon ministère, la presse qui a dit comment c'est pas le signe qu'on fait un effort pour l'écologie si on réduit les postes. Ben, j'ai dit si on fait avec mieux avec moins. Et par ailleurs, on dépensait moins en fonctionnement pour dépenser plus en investissement. Ça n'a absolument pas été salué. Et petit clin d'œil à ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure sur le ministre de la Justice, que j'aime beaucoup par ailleurs, il a été président de la Cour des comptes. Et quand il était président de la Cour des comptes, il disait suivons les rapports de la Cour des comptes. Mais à peine ministre de la Justice, il s'est empressé de dire que son budget n'était pas suffisant et qu'il fallait évidemment tous les ans l'augmenter. Dans un instant, Philippe David. Si vous permettez à François de se vanter. Je prends. Philippe David, de quoi parle-t-on dans un instant? Je me demande s'il ne va pas y avoir un retour du droit au du blasphème dans le droit français. Je me pose la question, mais pas pour tout le monde. C'est quand même un peu bizarre. À géométrie variable. On en parle dans un instant, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Je tenais à vous donner l'heure, il est 18h16. 18h16, normalement, ça râle autour de nous. En attendant, Philippe Bilger est avec nous. François de Rugy et Nicolas Corato. Et bien entendu, le mec qui râle, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Qu'est-ce que c'est que le droit de se moquer? Pardon d'insister, mais c'est la représentation de Mahomet qui aujourd'hui est incomprise par une partie des élèves. Est-ce que j'imagine que quand même vous vous êtes posé cette question, et est-ce que vous vous êtes dit on va pas sur ce terrain-là? On ne présentera pas une caricature du prophète dans le cadre de ce programme, mais on présentera des caricatures pour montrer qu'on peut se moquer des religions dans la République de manière tout à fait, j'allais dire, sereine. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui pourrait être le Conseil régional d'Île-de-France. Pourquoi? Parce que Valérie Pécresse, vous venez de l'entendre, a décidé de lancer un programme de sensibilisation des élèves à la laïcité dans les lycées de sa région. Un programme qui inclura des caricatures de différentes religions. Si on s'arrêtait là, tout irait bien. Mais comme vous venez de l'entendre, et pour ne choquer personne, toutes les religions ne seront pas traitées à la même enseigne. Ainsi, on pourra caricaturer Jésus, le prophète des chrétiens, et pourquoi pas Machia, le prophète des juifs qui n'est pas encore venu sur terre, mais pas Mahomet, le prophète des musulmans. Bref, si on suit cette rhétorique, toutes les religions face à la laïcité sont égales, mais certaines sont un peu plus égales que d'autres. Comment expliquer, alors que tout le monde ou presque était Charlie en janvier 2015, qu'on ne soit plus Charlie au point de ne pas caricaturer Mahomet, alors qu'on caricaturera sans aucun problème les autres religions? Est-ce de la peur? Est-ce de la lâcheté? J'aime bien peur, malheureusement, que ce soit les deux à la fois. Est-ce que ce comportement signifie qu'une religion a droit à plus d'égards que les autres en France? Et si oui, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une discrimination envers les religions qui ne bénéficieront pas de ces pudeurs de gazelle, pour faire du Jean-Luc Mélenchon, qui vont avoir le droit, elles aussi, de se plaindre de ne pas être traitées à la même enseigne que la religion musulmane? Je rappellerai simplement à Madame Pécresse que le délit de blasphème a été supprimé du droit français le 25 septembre 1791 et que j'ai le sentiment qu'on ne peut pas blasphémer une religion, mais qu'on peut en blasphémer d'autres, alors que pour moi, on a le droit de toutes les blasphémer, puisque le délit de blasphème n'existe plus. Manifestement, on n'a pas retenu les leçons du 7 janvier 2015, et j'ai peur que 86 ans après les accords de Munich, la citation de Churchill, vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre, ne soit à nouveau prophétique. C'était bien la peine de faire autant d'hommages à Samuel Paty, assassiné pour avoir été accusé de manière mensongère de montrer à ses élèves des caricatures. Bien sûr, vous avez raison Philippe, et ça n'est pas d'aujourd'hui qu'on constate qu'une religion fait peur et que les deux autres, on se permet tout et n'importe quoi avec elle. Moi ça me choque, mais bon, vous le dites avec beaucoup plus de talent et d'indignation, bravo. Moi, ça m'inspire que quand on fait de la mauvaise politique politicienne avec les programmes scolaires, surtout quand on n'en a pas la compétence, comme c'est le cas du Conseil régional de France, on a beaucoup de chances de se prendre les pieds dans le tapis. Le tapis de prière, c'est oui. Pas mal. Bravo. Pas mal. François de Rugy.
Oui, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Je pense non, mais en clair, c'est tout le monde ou personne, on est d'accord. Voilà. Oui, ça c'est clair que... Voilà, sinon il faut arrêter de dire qu'on est laïque. Il vaut mieux d'ailleurs... voilà. Mais moi je pense qu'il y a quand même un sujet, on doit différencier la loi. Et la loi, c'est en effet, en France, on peut blasphémer, il n'y a pas de délit de blasphème. Et ce que l'on fait politiquement. Et là, un homme ou une femme politique peut avoir le droit de dire « moi, je n'ai pas envie de blasphémer telle ou telle religion ». Vous voyez, c'est ça. Alors, c'est peut-être une distinction. Parce que quand on a dit en 2015, on est tous Charlie. Oui, parce qu'on veut qu'il y ait la liberté de caricaturer et la liberté de publier des caricatures dans notre pays, quelles que soient les caricatures. Après, on a le droit de ne pas apprécier toutes les caricatures. Bien sûr. Voilà. Moi, j'avoue que dans Charlie Hebdo, il y a des caricatures contre le pape ou contre d'autres. Et moi, je suis athée. Je ne suis d'aucune religion. Ah oui, mais en plus, vous êtes athée. Voilà. Eh bien, et je le dis, mais pour autant... Il s'est athée pour venir, c'est ça que vous voulez dire. C'est la liberté de création. On a le droit de rire de tout. Alors que c'est pas évident aujourd'hui dans notre pays, y compris d'un point de vue judiciaire presque, puisqu'il y a des gens qui portent des plaintes contre tel ou tel sketch ou telle blague. Mais en revanche, on n'est pas obligé chacun de rire de tout. Puis on n'est pas obligé de se moquer des gens, mais en tout cas, si on nous autorise à le faire, il faut le faire. Voilà. Tout le monde ou pour personne. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Philippe. David, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Tenez cette table là. Et ben tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnu. Le tour de table de l'actualité. Surtout qu'il y en a 3. Allez. Non, 5 autour de la table. Non, je m'exclus. Pardon, je tiens. Est-ce que c'est les deux animateurs qui ont été ainsi qualifiés dans cet extrait sonore? Non, je tiens à vous signaler que c'était du masculin. Je dis ça. Oui, voilà, mais il je faudrait ne suis pas un homme. trouver la version Yel de l'adjectif que je n'ose prononcer. Philippe Bilger, vous avez encore un réquisitoire à faire. Qu'auriez-vous que vous auriez requis au procès Le Pen et autres? En fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure à propos de Didier Migaud. J'aurais très bien imaginé un réquisitoire qui venait dire: les infractions sont graves, elles méritent la sanction qui est dite, mais j'aurais expliqué pourquoi l'exécution provisoire, en l'occurrence, était un scandale démocratique. Rien n'interdit à la magistrature d'être intelligente et de mettre ensemble des données qui paraissent contradictoires, mais qui, mises ensemble de manière cohérente, auraient montré qu'on a le droit de ne pas faire d'une décision judiciaire un scandale démocratique. Oui, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on a le droit de commenter une décision, en fait. Quand on... C'est la différence entre commenter et contester. Quasiment coulé. Voilà, avec tout à l'heure. C'est pas grave. Non, mais c'était bien que ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, commenter, contester. On lui rend assez souvent hommage. Vous avez coulé, vous n'avez pas touché le fond. François Drugy, on va prendre un petit peu de temps. Quelques jours après le salon du Made in France, veut-on vraiment produire plus en France? Oui, je me pose, j'allais dire, quasiment tous les jours la question, car tous les jours, il y a un exemple qui amène à se poser la question de savoir si, en fait, tout le monde est pour le Made in France, mais si on a vraiment envie de produire. Je vais vous donner un exemple. Le saumon. Oui. Est-ce que vous savez que c'est le poisson le plus consommé en France? Oui, absolument. C'est pas le thon, c'est pas la sardine, non, c'est le saumon. Eh bien, savez-vous où est produit le saumon consommé en France? En Irlande et en Écosse. 99% du saumon consommé en France est importé d'Écosse, etc. Norvège aussi, voilà. Donc il n'y a que 1 petit % de la consommation de saumon, qui est devenu un produit maintenant de consommation quasiment courante, qui est produit en France. Eh bien, il y a quelques jours, on a appris que dans les Côtes-d'Armor, un projet, alors certains disent de ferme géante, piscicole, donc de production de saumon, a été abandonné. Il n'a même pas été annulé par un tribunal. Il n'a même pas été, je dirais, pour une raison juridique de normes environnementales ou autre. Non, c'est le porteur de projet. Alors d'ailleurs, une entreprise norvégienne, mais déjà implantée en France, qui voulait construire cette ferme piscicole, qui était prête à investir 100 millions d'euros. Ça créait potentiellement 100 emplois. Oui. Et ça a été contesté par des associations locales, le syndicat Confédération Paysanne, quand même, donc un syndicat agricole qui normalement défend la production. Et alors que l'élu, le maire au départ, était plutôt pour, il a fini lui-même par dire que finalement, vu les oppositions, il ne souhaitait pas. Et donc la société a abandonné d'elle-même son projet. Et donc, est-ce qu'on s'est posé un seul instant la question de savoir si c'est mieux
d'aller acheter du saumon produit en Norvège ou autre, de le transporter jusqu'à la France, d'avoir un impact carbone pour tout ça, plutôt que de le produire en France dans une ferme piscicole. Le motif, c'était quoi ? Ah, mais c'est uniquement l'idée que comme c'est une ferme géante, c'est mauvais. Et par ailleurs, il y avait l'histoire d'un prélèvement de 600 mètres cubes d'eau par jour, j'imagine, dans la rivière voisine, le Trieux, pour ceux qui connaissent les Côtes d'Armor. Alors je suis allé voir, savez-vous quel est le débit du Trieux ? 8,5 mètres cubes par seconde, soit 600 mètres cubes égale 70 secondes. 1 minute 10 par jour. C'est juste le prélèvement d'1 minute 10 de cette rivière, et c'était ça l'argument contre ce projet. Mais ce qui est grave, c'est que c'est pas le seul. Il y en a eu plein d'autres, et chacun peut trouver un exemple dans sa région. Voilà, 500 emplois directs annulés à cause des recours des écologistes. Et où l'entreprise a préféré d'elle-même abandonner le projet. Pour le faire au Portugal, en Allemagne, aux et aller USA. investir ailleurs. Et après, il ne faut pas se plaindre qu'au final, en France, il y ait moins d'emplois, moins d'industrie, moins d'entreprises, si on crée des conditions pour que des investisseurs disent je préfère abandonner et aller le faire ailleurs. On va laisser parler 2 secondes. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a ce discours sur le Made in France, il est très populaire et il est de plus en plus repris par les hommes et les femmes politiques. On a l'impression que c'est un discours assez facile, mais finalement tout le monde veut réindustrialiser ce pays, mais personne ne veut voir une usine s'implanter à côté de chez soi. C'est ça. Tout comme tout le monde veut des places de prison, mais personne ne veut construire des prisons. Excusez-moi, mais tout le monde pleure quand une usine ferme, on le voit chez Michelin. Oui, bien sûr, mais personne ne veut les implanter. Et il y a un moment où il va falloir avoir un discours de responsabilité aussi vis-à-vis de l'opinion publique. Pas simplement dire le Made in France chez les autres. Si on veut réindustrialiser le pays, ça veut dire qu'on vient aussi avec les nouveaux dommages, les nouveaux impacts que créent ces usines. On s'est débarrassé des usines aussi pour améliorer le cadre de vie. Oui. On a amélioré les normes aussi pour améliorer le cadre de vie des Français. Il va falloir accepter, si on veut réindustrialiser, qu'il y ait des nouveaux des problématiques qui soient liées à l'usage et à la vie de ces usines. Oui, vous savez, Michelin a des problèmes. Il y a un moment donné, il va falloir choisir entre Michelin et arrêter les voitures. Donc il y a un moment donné, sur les voitures, il y a des pneus. Je dis ça, je dis rien. Allez, dans un instant, Nicolas Corato, vous allez nous parler de quoi ? J'ai découvert, je ne sais pas vous, mais j'ai lu le programme de Donald Trump que aucun Européen n'avait lu avant nous ce soir, puisqu'il est quasiment secret, mais très intéressant. C'est une exclusivité Sud Radio. Ne bougez pas. C'est incroyable. Il va se passer des trucs, mais un truc de malade. J'en tremble. J'ai ici une enveloppe. J'en tremble. Remettez-vous. On va chercher le défibrillateur vite pour Cécile de Ménibus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous voulez du scoop ? On en a. Philippe Bilger, François Drugy et Nicolas Corato. Il y a quelques instants, c'était le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Notre vraie voix aujourd'hui, Nicolas Corato, a lu le programme de Donald Trump. J'ai lu le programme des Républicains, adopté en juillet 2024 à la Convention nationale républicaine à Milwaukee. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne dis pas que les Européens ne l'ont pas lu, mais très peu d'entre nous ont lu cette convention, ont lu cette plateforme qui a une originalité, c'est que c'est la première fois qu'elle a été entièrement dictée par le candidat, en l'occurrence Donald Trump. Je pensais que vous avez quand même par ChatGPT. Vous imaginez le parti républicain, son histoire, ce qu'il représente dans l'histoire des États-Unis, qui aujourd'hui se fait dicter par Donald Trump 20 points que Donald Trump a dictés par messages vocaux. Donc à l'ancienne, je prends mon dictaphone et je vais dicter façon tweet 20 points qui seront le programme des 4 années et qui sont aussi le programme, la plateforme politique du grand parti, les Républicains, pour les 4 années qui viennent. Et ce qui est très intéressant, c'est que contrairement au suivi qu'on a pu avoir de la campagne américaine, c'est un peu attrape-tout. C'est pas aussi clivant qu'on a bien pu le dire ici en France. Il y a des choses très très clivantes, mais il y a des choses très intéressantes. Il y a des choses pour Monsieur de Rugy, par exemple. Merci Donald. Un petit message vocal, Donald. Faire de l'Amérique le premier producteur d'énergie au monde et de loin. Point d'exclamation. Et de loin, point d'exclamation. Mettre fin à l'externalisation et faire des États-Unis une superpuissance manufacturière. Très intéressant. Mettre en place la plus grande opération de déportation, c'est pas pour vous, de l'histoire américaine. Alors, d'expulsion, ça veut dire deportation, ça a été mal traduit. Oui, bien sûr, ça a été mal traduit. Là, c'est déportation. Alors, je sais pas, on n'a pas les mêmes sources. On n'a pas les mêmes sources. Plus intéressant encore, défendre et protéger la sécurité sociale et l'assurance maladie en évitant toute réduction, y compris toute modification de l'âge de la retraite. Point d'exclamation, dit Donald Trump. Et puis, des choses assez intéressantes, empêcher les hommes de participer au sport féminin.
voilà, je vous ai donné 4-5 points, il y en a 20 comme ça, ils sont tous au même niveau. Et donc on voit bien que le fait d'empêcher les hommes de participer à des sports féminins est à peu près au même niveau que faire des États-Unis un leader énergétique du monde ou installer un dôme de fer pour protéger les Américains. Ce que je trouve intéressant, c'est la forme de ce programme, c'est moins le fond. C'est la manière dont il a été livré par le Parti républicain et dont il va être décliné certainement, vous savez, en spot ou en tweet, dès que le président Trump prendra ses fonctions au mois de janvier. On imagine très bien qu'en 20 jours, je puisse avoir 20 décrets présidentiels qui vont interdire aux hommes de participer à des sports féminins ou mettre en place peut-être une stratégie ou un nouveau deal sur la réindustrialisation des États-Unis. C'est la liste des courses sur le frigo. Donc je trouve que la forme de ce programme, elle en dit peut-être encore plus que le fond et que les débats de fond qui ont eu lieu pendant toute la campagne. En effet, Nicolas, la forme de ce programme est très singulière, mais est-ce que vous, véritablement, vous pensez que il va servir de base à la politique mise en œuvre par Trump? Ou est-ce que ce sont des saillies en quelque sorte? C'est comme si nous disions ce que nous souhaitons des vraies voix. On pourrait imaginer plein de choses. Alors moi je ne suis pas devin, Philippe, mais je me souviens que lors de son premier mandat, Donald Trump a fait ce qu'il avait dit. Et que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été élu à cette élection, parce qu'il avait laissé le souvenir dans l'opinion publique, chez ses partisans, que c'est un président qui appliquait son programme. Eh bien, c'est pour ça que moi j'ai bien peur qu'il applique ce programme. On est passé des 110 propositions aux 20 propositions. C'est bien. On est très en retard. Oui, ça c'est pas forcément très très surprenant par rapport à d'autres pays. Ce qui est surprenant en effet, c'est la forme et le côté très comme si c'était des slogans à chaque fois et qu'on met sur le même plan. En gros, les transgenres, parce que l'histoire des hommes qui jouent dans les compétitions féminines de sport, c'est ça qu'ils visaient. Mais en revanche, on devrait regarder de près pourquoi ça a été efficace. Et ça, je pense que c'est ça l'analyse de l'élection américaine. Merci beaucoup, Nicolas Corato. Tout de suite, l'info plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Un agent de la sûreté RATP est placé en garde à vue après un accident spectaculaire tout à l'heure sur la ligne A du RER. Un homme percuté en gare de Nanterre Université juste après être tombé sur les voies. Or, selon le site Actu 17 qui a révélé l'info, un agent de la sûreté RATP serait donc impliqué. Le Parisien parle d'une intervention qui aurait dégénéré et qui aurait conduit au drame. L'agent aurait poussé même l'homme sur les rails juste avant l'arrivée du train, accuse des internautes qui partagent cette séquence filmée quelques instants après la collision. En tout cas, l'homme a été hospitalisé en état d'urgence absolue cet après-midi. Son pronostic vital ne serait plus engagé, selon le Parisien aujourd'hui en France. BFM Paris nous annonce qu'une enquête aurait tout de même été ouverte par le parquet de Nanterre pour tentative de meurtre, ce qui suggère, si ça se confirmait, plus qu'une simple altercation avec quelqu'un qui se déséquilibrerait. La RATP indique évidemment surveiller de près le dossier pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer. Waouh, incroyable. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette rencontre France-Israël au Stade de France qui se joue ce soir. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et l'ancien président François Hollande seront présents. Un geste de solidarité politique. Alors parlons vrai, est-ce une tentative de rachat de sa non-présence à la marche contre l'antisémitisme? Ou a-t-il eu raison de ne pas y aller pour aller ce soir au match France-Israël? Et à cette question, après son absence à la manifestation contre l'antisémitisme, Macron a-t-il fait le bon choix en se rendant au match France-Israël? Vous dites non à 64%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on vous attend et on vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. On revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes très bien enterrés dans les vraies voix aujourd'hui avec Philippe Bilger, Nicolas Corato, François de Rugy. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Après 19h, on vous parlera d'automobile, comme tous les jeudis soirs. En attendant, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Avec seulement 25 000 places vendues ce mercredi matin, le match France-Israël pourra être celui du pire record d'affluence pour les Bleus. Le président Emmanuel Macron, son premier ministre Michel Barnier, mais aussi ses deux prédécesseurs François Hollande, Nicolas Sarkozy, tous viendront soutenir les Bleus, mais aussi et surtout porter soutien à la communauté juive. Et j'ai considéré que maintenir, c'était symbolique. C'était dire la France ne recule pas, et notamment vis-à-vis des injonctions des antisémites. Pendant que vous applaudirez l'équipe représentant un pays qui commet un génocide, n'oubliez pas qu'à Gaza, il n'y a plus de terrain de football. Et pourtant, l'équipe israélienne tire quand même, mais dans la poitrine des enfants. Sans ignorer ou faire abstraction d'un contexte politique et autre qui est très tendu, mais ça doit rester un match de foot. Va-t-il y avoir plus de politique que de supporters ce soir au match France-Israël après les attaques contre les supporters israéliens à Amsterdam? Nicolas Sarkozy, François Hollande et même désormais Emmanuel Macron annoncent se rendre au Stade de France sans grand enjeu sportif, mais un signe de solidarité avec les Israéliens. Alors parlons vrai, est-ce que la venue au match d'Emmanuel Macron et de deux anciens chefs de l'État est un symbole? Cette venue va-t-elle apaiser les tensions dans et surtout aux abords du stade? Et à cette question, après son absence à la manifestation contre l'antisémitisme, Macron a-t-il fait le bon choix en se rendant au match France-Israël? Vous dites non à 64%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on en parle avec nos vraies voix du jour. Ça commence à devenir... on en est à mettre plus de policiers que de supporters dans un match de foot. Drôle d'effet d'entendre l'injonction haineuse qu'on a entendue, suivie par Didier Deschamps. Ça, c'est un drôle de... Parce que... bref. Non, moi, immédiatement, je ne parvenais pas à croire que pour ce match, il était absolument nécessaire de mettre en œuvre ce dispositif hallucinant, parce que, comme un imbécile, je ne comprenais pas que plus rien concernant ce conflit ne peut se dérouler normalement. Et je trouve tout de même que, pardon pour ce poncif, que c'est révélateur d'une situation qu'on ne maîtrise plus. Pour un match de foot, craindre que je suppose, des militants de la cause palestinienne viennent s'en prendre aux joueurs israéliens ou aux supporters, et notamment, comme vous l'avez dit hier, Philippe, probablement surtout après, c'est là que l'angoisse va dominer, eh bien, je ne parvenais pas à le croire, et pourtant, je félicite Bruno Retailleau d'avoir maintenu le match à cet endroit. Ouais. François de Rugy. Oui, moi je pense que c'était évidemment nécessaire de maintenir le match. Ça aurait été vraiment une catastrophe de dire on annule le match parce que on a peur des débordements, soit dans le stade, soit en dehors du stade. C'est ce qu'ont fait les Belges en envoyant les matchs en Hongrie. Hein. Voilà. Alors là, le stade est vide. Il y a 25 000 spectateurs sur 80 000. Oui, mais il faut quand même maintenir un match, surtout après ce qui s'est passé à Amsterdam. Parce que c'est quand même aussi ça. L'actualité, c'est qu'à Amsterdam, donc c'est pas en France, hein, voilà, eh bien, il y a eu cette chasse à l'homme de gens qui, pour la plupart, n'étaient pas dans le stade, ont attendu que le match soit fini pour s'en prendre à des supporters d'un club israélien qui avait joué contre l'Ajax d'Amsterdam en Ligue des Champions. Donc ça, évidemment, ça a choqué beaucoup de gens, moi le premier, et face à ça, certains pouvaient dire « Oh là 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 là, c'est trop dangereux, on arrête tout en France pour ce match contre Israël », qui d'ailleurs n'est pas un match amical non plus, hein, ça fait partie d'un programme sportif, donc c'est absolument nécessaire de le maintenir, même s'il n'y a que 25 000 personnes, c'est toujours mieux quand même que de l'annuler. Et par ailleurs, qu'il y ait le symbole du président de la République, de deux anciens présidents de couleurs politiques différentes, qui soient là pour supporter l'équipe de France quand même d'abord, mais aussi pour évidemment exprimer leur solidarité avec l'Israël et les supporters d'Israël, je trouve que c'est très bien. On explique qu'il n'y a que 25 000 personnes parce qu'ils ont ouvert la billetterie très tard, ce qu'ils font d'habitude 4 mois avant, et là ils ont fait un mois avant, c'est pour ça. Et puis Israël a déconseillé. Moi je trouve important qu'il y ait un message fort pour dire que les sportifs israéliens et tous les Israéliens d'ailleurs sont toujours les bienvenus en Europe et notamment en France. Et peut-être plus que partout en France. Enfin, je veux dire, on a une tradition d'accueil qui est républicain, qui doit être rappelée. Et peut-être que la présence de ces personnalités du président de la République ce soir a ce symbole-là. Après, moi, je suis un peu comme vous, Philippe. Je suis un peu gêné ou inquiet de me dire que même un match de foot,
Pardon, je sais que c'est très important pour vous un match de foot. Pour moi, franchement, les matchs de foot, je savais même pas, vous voyez, qu'il y avait un match entre Israël et je sais même pas pourquoi Israël. C'est la Ligue des Nations. Ouais, vous savez qu'on a gagné la Coupe du Monde. Non, mais si vous voulez, au cas où, pas la dernière fois quand même. Même un match de foot. Et je sais que l'importance qu'a pris le sport aujourd'hui avec les JO, les mondiaux, etc. Mais ça reste un sport, ça reste du divertissement. Je sais très bien que ça peut avoir d'autres symboliques, mais quand même qu'on aille dans un stade, reproduire le creuset d'un conflit aussi particulier, aussi compliqué à appréhender que le conflit israélo-palestinien, et qu'on en soit arrivé à la question de savoir si on peut encore organiser des compétitions sportives qui sont du divertissement, pardon de le dire, avec des sportifs israéliens sur le sol européen, moi ça me questionne beaucoup sur la manière dont notre civilisation, parce que c'est notre civilisation dont il s'agit, est capable de voir le monde et d'entrevoir le monde. Et qu'on soit pas capable aujourd'hui de faire la part des choses entre un conflit qui a lieu entre Israéliens et Palestiniens et ce que nous vivons en Europe, moi ça me questionne vraiment sur ce que sont devenus les Européens. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il y a un discours politique qui joue la politique du pire? Parce que quand on entend ces propos, quand j'en lis d'autres, est-ce que c'est pas jeter, mais même pas de l'huile sur le feu, des bidons de nitroglycérine sur le feu, Philippe Bilger? Sûrement, mais moi j'avais l'impression, précisément comme le dit Nicolas, parce que ça n'est jamais qu'un match de foot entre la France et Israël, qu'on exagérait. C'est-à-dire qu'au fond, les précautions prises par le ministre Taillot et avec le préfet Nunez sont quantitativement délirantes, quoi. Ça veut dire que il y a un stadier pour 4 stadiers pour un joueur. On fait très attention, c'est de la folie pure. Et pourtant, je crains que ce soit nécessaire. Vous vouliez réagir? Oui, parce que d'abord, moi, je partage ce qui a été dit par Nicolas Corato. On a eu déjà, vous vous souvenez, au moment de la Coupe du Monde au Qatar, je l'avais dit d'ailleurs, ne mélangeons pas le sport et la politique. Le sport, c'est un divertissement. Ne l'instrumentalisons pas à des fins politiques. Mais certains le font. La preuve avec ce qui s'est passé à Amsterdam, ce qui s'est passé au Parc des Princes il y a quelques semaines avec une banderole pro-palestinienne très agressive. Donc il faut résister à ça. Il faut mener le bras de fer. C'est un bras de fer de longue haleine. On n'en a pas fini demain avec l'antisémitisme. Les Russes n'avaient pas de drapeau, je crois. Ils sont même pas venus. Je rappelle qu'au JO, certains hommes et femmes politiques français, notamment de la France insoumise, avaient appelé à ce que les Israéliens ne viennent pas, que la délégation israélienne ne puisse pas venir en France. C'était vraiment scandaleux. Et ça, il faut lutter contre ça, pied à pied, tous les jours, à chaque occasion. Là, c'en était une. Même s'il faut déployer des forces de police très importantes pour sécuriser ce match, il faut le faire. Je crains que la présence des présidents ou des anciens présidents soit évidemment un symbole, mais serve rigoureusement à rien. C'est un symbole par rapport à Emmanuel Macron, à qui tout le monde a reproché de ne pas être dans la manifestation contre l'antisémitisme. Oui, mais c'est aussi un symbole vis-à-vis du gouvernement israélien qui, lui, a demandé à ses ressortissants de ne pas venir en France pour ce match, qui est quand même choquant aussi. Moi, je le dis, comme je le pense. Peut-être qu'il a ouvert le parapluie en se disant si jamais il y en a qui vont à Paris, mais que ça se termine mal et que par exemple il y a des morts. Pour des questions de sécurité aussi. Oui, mais ça avait l'air de dire que la France ne faisait pas tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité d'un match comme celui-là. Or, la France fait le maximum, et il faut saluer d'ailleurs et les dirigeants comme Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, et l'ensemble des policiers, gendarmes et autres qui sont mobilisés sur une opération comme celle-là. Je crois qu'on a intérêt quand même, pour les autorités françaises, et c'est ce qui me semble être fait, de ne pas confondre les peuples, les artistes, les sportifs, les êtres humains et leurs gouvernants et leur gouvernement. Et que s'il doit y avoir un débat politique, on a le droit de critiquer la politique de M. Netanyahou. Moi, je pense même qu'on en a le devoir. Je pense que c'est un devoir diplomatique fort que fait le président de la République. Ça lui a été beaucoup reproché, mais il l'a fait. En revanche, les Israéliens, tout comme les citoyens du monde entier, sont les bienvenus en France pour participer à n'importe quel événement culturel, sportif, et ne doivent pas être pris pour des représentants ou des militants de je ne sais quelle cause gouvernementale. Regardez ce que dit Nathalie Ozio, qui est députée à la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. D'abord, c'est scandaleux et indigne que ce match se tienne. On est dans un contexte de génocide, de colonisation en Cisjordanie et de généralisation du conflit au Liban. Mais le terrible, Nicolas, c'est cette confusion. C'est cette confusion dénoncée qui est une évidence.
est de moins en moins accepté par la gauche, l'extrême gauche, ou même au-delà des extrémités politiques, par des gens qui sont obsédés par le conflit. Tout comme il y a aussi des voix qui en France n'acceptent plus qu'on critique le gouvernement de Netanyahou. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Philippe Bilger, merci beaucoup. J'ai été content de connaître le programme de Trump. Vous savez qu'il y a un micro, là. Ah oui. Ah oui, vous devriez parler dedans. Vous allez voir, c'est dingue. C'est dingue. On vous entend mieux, c'est génial. Mais c'est fou, ça change. Mais c'est votre première radio, je crois, aujourd'hui. Vous disiez quoi, Philippe vous n'irez pas jouer au football féminin. Je suis content d'avoir connu le programme de Trump. Voilà, c'est ça. On vient d'apprendre que vous jouez au football féminin. Il faut préciser à nos auditeurs qui auraient entendu cette feuille chiffonnée rageusement par Philippe Bilger que ce n'est pas le programme de Trump, mais c'est la propre chronique de Philippe Bilger. Voilà, c'est ça, exactement. En tout cas, merci beaucoup François de Rugy d'avoir été avec nous. Merci Nicolas Corato qui nous a permis de découvrir officiellement ce programme de Donald Trump. Ça vous a marqué. Ah oui, ça vous a marqué. Un travail qui n'avait jamais été fait. Exactement, c'est un travail de fond. Et on remercie notre compatriote. Voilà, j'ai envie de dire. Dans un instant, on va vous parler automobile avec pas mal d'invités aujourd'hui jusqu'à 20h. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve demain pour les vraies voix. Mais nous, pour les vraies voix, avec 3 autres vraies voix. Enfin, donc, sauf Philippe Bilger, bien sûr, qui est dynamique. On le garde, celui-là, on le garde. Qui est membre perpétuel. C'est ça, comme l'Académie française. On veut nous le prendre, on le garde. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite.